Alors que les autres, les Palestiniens, les Basques et tout, ils avaient plein de copains. Je vous coupe un peu. Oui, bien sûr. Première question, se pointer comme ça, organiser des entretiens un peu secrets avec des terroristes, est-ce que vous avez été approché par les services de renseignement? Ah, mais j'ai fait beaucoup plus. J'ai fait beaucoup plus. Alors, et je vous parlerai d'une grande vexation. Alors, je commence avec les Italiens, et justement, Gesmar, à qui je parle de tout ça, me dit, il faut que tu préviennes les flics. À l'époque, la gauche venait d'arriver aux affaires, et donc je suis rentré... Mitterrand. Et donc je suis allé... je suis allé voir quelqu'un qui s'appelle, il est mort, donc je peux en parler, Louis Joinet, qui était le conseiller pour les problèmes de terrorisme du Premier ministre. Donc je suis allé le voir. Quand j'allais le voir, après j'ai revu souvent, on a eu une relation très amicale. Devant son bureau, il y a des gens qui faisaient la queue. Alors ça parlait basque, ça parlait irlandais, ça parlait arménien. Enfin, je veux dire, tout ce que la France pouvait compter, non pas de terrorisme, mais de personnes concernées par la lutte armée, il était en contact avec eux. Donc je lui ai parlé de ça et il m'a donné le conseil il m'a dit comment prévenir la police, etc. Ce qui fait que mes réunions, je les faisais dans les locaux de l'école des hautes études en sciences sociales, dans le hall parfois même, au rez-de-chaussée. Les flics étaient au courant et les membres de mon groupe étaient au courant que les flics étaient au courant. Voilà. Donc c'était... Là, c'est plutôt pas mal. J'attendais la fin. Je voulais savoir si à la fin il allait dire que ses contacts n'étaient pas au courant. Bon, après, vous me direz si vous êtes responsable de l'ETA et qu'un sociologue vient vous contacter, faut vraiment être bête et sachant que c'est des gens qui sont pas bêtes et qui se savent écouter, regarder, épier, tout simplement. Je pense pas rechercher. Je pense pas, hein. Alors souvent on dit rechercher mais à tort. En fait, mis à part si vous avez vraiment du sang sur les mains, là où oui vous êtes recherché et vous devez vous planquer. Mais sinon si vous êtes dans la tête de ces groupuscules, généralement... Oh pas. Pardon, je baille. Généralement, vous êtes recherché dans les médias. C'est un terme assez généraliste qu'on donne comme ça, que les journalistes donnent. Mais en fait, vous êtes plus surveillé qu'autre chose. C'est-à-dire, on sait où vous êtes, on vous laisse un petit peu de liberté, et voilà, tant que vous bougez pas. En fait, parfois, vous savez, c'est un équilibre à avoir, hein. Moi, j'ai déjà parlé avec des gens qui sont justement dans la sécurité et qui me disent que c'est un équilibre à avoir. L'équilibre, il est entre est-ce qu'on pousse vraiment la personne dans ses derniers retranchements et derrière, il y a un risque qu'elle agisse négativement, etc., ou qu'elle disparaisse pour de bon, qu'on doit se remettre à sa recherche, etc. Ou est-ce qu'on a pas le temps de la laisser vivre dans un endroit, on sait qu'elle est là, plus ou moins dans ce secteur, on a quelques infos de temps en temps, on sait qu'elle est vivante, qu'elle est ici, et au moins on sait déterminer où est cette personne géographiquement parlant. Et c'était le cas pour d'autres terroristes. Ben Laden, pendant des années, tout le monde savait où il était. Tout le monde savait qu'il était dans un endroit bien spécifique au Pakistan. Il vivait là-bas avec sa famille, ses enfants, etc. Et il était surveillé. Bon, et puis après, là, ils ont décidé de le tuer parce que, voilà, vous savez, c'est souvent la politique, hein. La politique, finalement, les décisions qui sont prises sont beaucoup plus issues de la com que vraiment d'une envie politique de faire changer les choses. C'est le fait que les politiques ont raconté tellement de billevesées depuis certaines années qu'il y a eu une défiance et que C'est exactement ça, c'est ce que j'allais dire en fait, hein. Pour moi, c'est l'image médiatique. C'est aussi le lien entre médias et politique. C'est-à-dire que si jamais les journalistes, je dis pas la majorité, mais allez, on va dire un tiers des journalistes faisait ou fait des enquêtes vraiment indépendantes, etc., du type Mediapart, hein, en fait, hein. Je peux vous dire qu'il y aura moins de complotistes. Mais le fait que les gens se disent l'information vient de la même typologie de personnes que les décisions qui sont prises, forcément, il y a une dichotomie, il y a un problème. On comprend plus, on se dit, mais attends, enfin, c'est comme si vous voulez, demain, on décidait de créer des médecins pharmaciens. Vous voyez, ils sont liés, on sait qu'ils travaillent ensemble,
mais on demande souvent l'avis au pharmacien sur ce que nous a donné le médecin. Vous voyez ce que je veux dire? Même pas forcément. Non, c'est pas le meilleur exemple en fait, médecin-pharmacien. Plus médecin, revendeur de médicaments. Voilà, imaginez-vous un médecin à vous, qui travaille pour un laboratoire qui fabrique des médicaments. Bah forcément, vous n'allez pas tout remettre en question, pas son diplôme, sa compétence, etc. Mais en tout cas, vous allez avoir un doute. Et imaginez-vous que demain, on apprenne qu'une majorité des médecins travaillent pour des laboratoires qui vendent des médicaments. Bah, je peux vous garantir que les gens vont tout simplement ne plus avoir confiance en la médecine telle qu'elle est pratiquée. Et effectivement, ce qu'il dit là, c'est ce que j'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, où je dis aujourd'hui tout simplement, c'est le paradigme a changé. Il faut tout simplement aujourd'hui, par rapport à la crise écologique, par rien que la situation russe qui augmente cet effet-là, j'ai l'impression que c'est un exhausteur de crise, ce qui se passe en Russie. Mais en gros, la crise écologique, elle est là, donc appauvrissement pardon, des denrées alimentaires, forcément. Et donc du coup, là, comme je dis, hein, l'Ukraine et la Russie sont des pays qui fournissent énormément de blé. Alors, faudrait regarder en détail, hein, j'ai pas tout le détail, mais il y a certaines denrées alimentaires qui sont peut-être pas principalement, ou peut-être, hein, faudrait que je regarde d'ailleurs en détail, c'est vrai qu'on regarde pas ça en détail. Mais en gros, c'est deux gros fabricants, fournisseurs de blé, d'huile de tournesol, je crois, je suis même pas sûr. Mais enfin bref, voilà, c'est deux gros pays agricoles. Donc du coup, forcément, il y a un impact mondial. Et je pense que c'est le moment, justement, de changer le modèle. Je pense de revenir à un modèle beaucoup plus sain, beaucoup plus à l'équilibre. Alors je dis ça, mais en même temps, moi, ma vie, je vous le dis sincèrement, je fais 1 heure aller, 1 heure retour de route. Donc j'utilise ma voiture. Je travaille dans une entreprise où on fait des choses très industrielles. Mais encore une fois, c'est des choses qui peuvent être utiles. Ça veut pas dire tout changer, ça veut pas dire tout enlever. Ça veut dire reformuler un nouveau système dans lequel ben, on trouvera tous notre place et surtout on sera en équilibre. Alors, le premier équilibre à trouver, bien évidemment, c'est entre chaque homme sur cette terre. Ensuite, celui qui est non négligeable aussi, parce que sinon on ne peut pas vivre, c'est avec la nature. Et c'est celui-là qui va nous apporter beaucoup de contraintes dans les années qui viennent. C'est une carence du système éducatif. Non, ça s'explique aussi par les médias, je pense. Moi, principalement, pour moi, c'est les médias. C'est-à-dire quand on dit... Enfin, surtout quand il y a des postes du type des gens qui sont présidents d'un pays comme les États-Unis, où les personnes sont capables d'aller au-devant des Nations Unies avec une fiole, en disant dedans il y a de l'anthrax. C'est une arme bactériologique ou chimique, ou je sais pas comment on appelle ça, mais bref, c'est une arme quasiment de destruction massive qui pourrait mettre à plat un pays. Et ça, c'est Saddam Hussein qui l'a. On va dans le pays, on détruit le pays, on rase le pays, on tue des millions de personnes sont déplacées, ça crée des millions de victimes, ça crée une déstabilisation terrible, terrible. Et que derrière, on se dit, les gens, comme vous et moi, on se pose des questions maintenant quand on entend un président dire vaccinez-vous, eh ben, il faut pas chercher longtemps. Ça vient de tout ça, ça vient de tous ces médias qui sont tenus aussi par des milliardaires. On se dit, attends, le mec, il est milliardaire. Pourquoi il irait acheter un média? Il y a un intérêt. Pour lui, forcément, ils sont pas bêtes. Donc, quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est de manipuler. Alors, encore une fois, quand je dis manipuler, les gens qui se font manipuler, c'est aussi parce qu'ils ont permis cette manipulation, hein, je le répète. Hein. Et du coup, ça entraîne ce besoin-là de recherche d'informations pour éviter de se faire manipuler. Et effectivement, on peut tomber dans des théories parfois où, si on fait pas attention, on n'étudie pas assez longtemps la question, et on peut tomber dans des sortes de complots généralisés qui paraissent des fois en plus assez fous, hein, mais voilà. Et le souci aussi, c'est que Internet, on a du mal maintenant à savoir qui parle et d'où il parle.
Voilà, la personne vient, vous dit ouais, les vaccins, attention, moi j'ai des preuves que. Et le mec, à aucun moment il va vous dire qu'est-ce qu'il fait, s'il est médecin, s'il est biologiste, s'il est quoi que ce soit. Et du coup, le problème, bah, c'est que ça, c'est un point de vue. Et qu'aujourd'hui, ce point de vue-là, versus le point de vue d'un médecin qui a fait 15 ans d'études, mais qui est pas hyper sûr de lui, qui dit ouais, le Covid, on sait pas exactement d'où ça vient. Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est un mélange, un virus humain qui est passé par le pangolin, qui derrière a muté? Enfin, vous voyez, il y a une incertitude, et donc une incertitude versus quelqu'un qui est assez franc, assez ferme dans sa position, ben forcément, celui qui est plus ferme, plus franc, même si c'est faux, il va convaincre un peu plus, je pense. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais en tout cas, la raison numéro une de tout ça, c'est ce que disent les dirigeants. Les dirigeants qui mentent. Je Convaincus, crois. mais oui, mais qui sont convaincus que c'est un grand savant et que c'est un grand scientifique. Et à ce titre-là, il est victime de gens qui veulent pas lui laisser. Mais c'est vrai, par exemple, moi aujourd'hui, je serais incapable de vous dire, Raoult, ce que c'est exactement. Enfin, ce que c'est. Oui, c'est un être humain, mais je veux dire, est-ce que c'est vraiment un médecin, genre un peu fou, un peu farfelu, là, qui est tout seul dans son truc, là, dans son institut, et qui fait des choses un peu underground, voilà, ou est-ce que c'est vraiment une sommité mondiale, parce qu'on a tout entendu, et au final, moi, je serais incapable de vous le dire. Voilà, je sais pas. On entend un peu de tout. D'ailleurs, sur Thinkerview, il y avait eu un pédiatre qui était passé. Et j'ai eu l'impression enfin, j'ai cru entendre qu'il avait déjà bossé avec lui pour Didier Raoult. Et qu'il disait, voilà, il était assez particulier, quoi. Bon, au-delà de la personnalité, on voit bien qu'elle est un peu extravagante. Mais moi, c'est les compétences qui m'intéressent. Et derrière, est-ce que ce qu'il dit, c'est solide ou pas? Ces gens que j'appelle républicanistes, c'est-à-dire qui utilisent l'idée de république d'une façon que moi je crois excessive, ce qui les soude, c'est la peur de l'islam. Ce qui fait. C'est intéressant là ce qu'il dit parce qu'effectivement je partage son avis. D'ailleurs, je l'ai souvent dit, aujourd'hui je trouve on vit une période assez folle. Et si on fait un lien avec par exemple la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous aviez des Allemands qui travaillaient dans la même entreprise que des Juifs, qui sous prétexte qu'il y avait des problèmes économiques, voilà, une récession très dure qu'ils avaient, enfin bref, c'était une période difficile et ça l'a toujours été hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. L'extrême droite française nous fait croire qu'il y a eu à un moment donné une forme de libération économique grâce au Troisième Reich, etc. Mais c'était faux. C'est totalement faux. Il n'y a jamais eu de libération économique. Les Allemands ont toujours fonctionné avec des tickets de rationnement, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'ils avaient récupéré la Pologne, etc. Enfin voilà, c'était, ils ont toujours été dans la panade économique. Donc voilà, il y a eu une petite relance, effectivement, une petite relance économique en interne, où ils ont réussi à relancer la machine industrielle avec de la dette intérieure, hein, tout simplement, hein, en émettant des bons, etc., en essayant de se dissocier des marchés financiers à Londres, etc. Bon, ça n'a pas duré longtemps non plus. Mais voilà, ça c'était pour la partie là. Et ce que je voulais dire, c'est que du coup, ils travaillaient dans la même entreprise, mais ils étaient capables de dire tous les juifs sont riches. Alors qu'ils travaillent, vous avez des ouvriers qui travaillent dans les mêmes entreprises que des ouvriers allemands, qui travaillent dans la même entreprise que des ouvriers juifs allemands, mais ils étaient capables, dans le raisonnement, de dire tous les juifs sont riches. Et il n'y a pas une seule seconde où ils se disent, mais attends, un mec qui travaille dans la même entreprise que moi, comment je peux dire ça? Vous voyez, ben, ça me fait penser un peu à ça avec l'islam, actuellement. C'est-à-dire que le terme musulman, aujourd'hui, vous permet tout simplement de donner, voilà, qu'il n'y ait plus d'équilibre dans le raisonnement. C'est ce qu'on a vu dernièrement dans les médias, là, sur LCI, je crois, ou je sais plus quelle chaîne. Vous avez une personne qui dit, bah voilà, c'est la fin du ramadan, il y a les moutons, les paysans, ils vont se faire voler les moutons par les musulmans. Vous voyez, il y a le mot musulman dans le raisonnement et pouf, tout disparaît. Il n'y a pas besoin d'avoir de logique. Il n'y a plus besoin de tenir un truc un peu sensé ou donner des exemples concrets ou de savoir de quoi on parle. Non,
le mot musulman, allez hop, on fait ce qu'on veut. Non, mais ça m'étonnerait pas qu'un jour, il y ait quelqu'un réellement qui passe à la télévision et qui dit, vous savez, le réchauffement climatique, il est dû aux musulmans. Parce que les musulmans, vous savez, ils prient 5 fois par jour. Donc ils font les ablutions, donc ils consomment de l'eau 5 fois par jour. Voilà, et donc ça, c'est effectivement, c'est le trou dans la couche d'ozone. Et ça pourrait passer, c'est ça le pire, c'est que ça pourrait passer. Dans le raisonnement, il y a certaines personnes qui pourraient trouver ça logique, qui diraient oui, oui. Et encore une fois, juste parce qu'il y a ce terme-là dans l'équation logique qu'on nous fait croire, logique, hein, bien évidemment, parce qu'il n'y a rien de logique, et ben c'est bon, ça passe. C'est un peu, vous savez, c'est ce que je dis souvent, c'est le Joker. Vous savez, le Joker dans les jeux de cartes, type Rami ou autre. Le Joker, c'est une carte, quand vous la sortez, elle remplace toutes les autres cartes. C'est un peu ça, dans le raisonnement, le mot musulman, bah, il va faire le lien entre deux termes qui n'ont rien à voir, une explication qui est complètement alambiquée, bah, c'est bon. Il y a le terme musulman, ça passe. C'est classé, son affaire avec cette fille qui l'accuse de viol ou presque. Ok, D'ailleurs, en plus, là, c'est là où c'est intéressant, hein, le cas Gérald Darmanin. Alors, je sais pas ce qu'il va dire là-dessus. Mais il y a les SMS, il y a les choses qui sont sorties. Et vraiment, on se rend compte que... Je suis désolé de le dire, mais c'est un minable. Enfin, c'est minable ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il profite de... C'est même pas du malheur, c'est même pire, c'est du désespoir. C'est même pas du malheur, parce qu'à la rigueur, le malheur, on peut toujours dire à la personne, bon, voilà, il faut pas se laisser aller dans des malheurs pareils, même en cas d'épreuve, etc., garder la tête haute. Mais là, c'est le désespoir. Vous voyez, c'est des femmes seules qui n'ont vraiment rien, qui ont pas d'autres moyens, quoi, pour obtenir un logement que de quémander à cet homme. Et le gars, il profite de ça. Il n'y a rien de pire, en plus. Enfin, le pire, ça aurait été une personne qui meurt de faim, quoi. Vous voyez, un truc du genre, quoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que se loger et se nourrir, c'est quand même deux piliers importants de la vie d'un être humain. Et là, du coup, profiter de l'envie de certaines personnes de vouloir améliorer leur quotidien avec un logement, un truc un peu sympa, personne ne peut leur reprocher. Et derrière, le gars, il profite de ça, quoi. Enfin, c'est minable. C'est petit, en fait. Voilà, moi, je trouve c'est petit. plutôt bien, plutôt bien. Et que la France en est plutôt bien sortie par rapport à d'autres pays. Rappelez-vous, au début, on disait, oh l'Allemagne, ils sont formidables, ils s'en sortent vachement mieux que les Français. C'est vrai, même au début, on mettait des courbes, je m'en rappelle, où on disait, voilà, en Allemagne, il n'y a rien. On parlait même du cas de cette église évangéliste à Mulhouse, où il y avait eu un rassemblement. On disait que si on n'avait pas eu ce rassemblement-là, parce que je crois qu'il y avait eu 2000 personnes, et ça a fait un pic de cas de Covid. En gros, on se serait retrouvé comme l'Allemagne avec finalement très peu pendant un long moment et à la fin ils nous ont rattrapés. Alors je crois que c'est ce qu'il va dire là. Là aujourd'hui, on ne dirait plus ça du tout. Michel Viviorca, merci. Merci. Bon, on va rester sur ce joli conseil. Il est 1h02 et je vous avoue que je commence légèrement à fatiguer, mais j'ai réussi enfin à terminer ce Thinkerview qui était intéressant. Je suis revenu dessus pas mal de fois et écoutez, c'était pas mal. Du coup, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous dis à demain. Allez, ciao.